Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce que domine l'actualité. La lutte contre le terrorisme est une priorité pour le gouvernement ivoirien, annonce du ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, procédé ce jeudi à Abidjan à l'ouverture du premier colloque international sur la question. Les participants entendent miser sur la mutualisation des efforts des pays. Nouveau bureau de l'Assemblée nationale depuis le 14 avril dernier. Les membres de l'organe suprême de décision de l'hémicycle proposés par le président Amadou Soumaoro, 11 vice-présidents, 3 questeurs et 12 secrétaires, ils sont issus des différents partis politiques. Ce soir, dans le dossier politique, on fait un focus sur cet organe. La lutte contre les constructions anarchiques va s'intensifier, prévient le ministère de la Construction. La brigade d'investigation et de contrôle urbain a procédé ce jeudi à la démolition d'un bâtiment R+3 à Nono Village dans la commune de Cocody. Selon ses agents, c'est un immeuble qui ne respecte pas les normes administratives et techniques. Et puis c'est le premier vaccin au monde et le seul à être efficace contre le paludisme chez les enfants. Il s'agit du vaccin RTSS. Environ 650 000 enfants au Malawi, Ghana et Kenya ont pu bénéficier grâce à un programme pilote démarré il y a 2 ans. Le premier colloque de l'Institut de recherche stratégique de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme ouvert à Abidjan. Des acteurs impliqués dans la lutte contre cette nébuleuse et les organisations internationales vont réfléchir sur la mutualisation des efforts. C'est le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, qui a ouvert les travaux. Abou Sanogo. Ce premier colloque inaugure le lancement des activités de l'Institut de recherche stratégique de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme, un instrument de formation visant le renforcement des capacités des États de la sous-région, voire du continent, engagés dans la lutte contre le terrorisme. Terrorisme au Sahel et en Côte d'Ivoire. Convergence et spécificité au cœur de ce premier colloque de l'Institut de recherche stratégique de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme, présidé par le ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara. Pour la France, ce projet de coopération concernant l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme est unique en son genre. Cette académie est également unique par sa dimension multinationale, car elle a vocation, dès 2022, à mettre en place une gouvernance partagée entre tous les pays et organisations internationales qui souhaiteront s'impliquer concrètement dans ce projet. Et je dis à tous ceux qui hésitent encore, peut-être, à franchir le pas, venez nous rejoindre très vite, car il s'agit de notre sécurité collective et, au-delà, du développement économique et social de l'Afrique. Pour le gouvernement ivoirien, la lutte contre le terrorisme est une priorité. Compte tenu de son caractère transfrontalier, la lutte contre le terrorisme ne peut être menée en vase clos. Elle requiert une bonne collaboration entre États, exige une synergie et complémentarité d'action dans plusieurs domaines, formation, renseignement, judiciaire. Le terrorisme est devenu ces dernières années l'une des plus grandes menaces de notre temps. Il concerne directement ou indirectement chacun de nos États. Il met en péril la stabilité de nos États et compromet nos efforts de développement. Pour le gouvernement ivoirien, la lutte contre le terrorisme est une priorité. La sécurité des Ivoiriens et de l'ensemble des populations qui vivent ici est au cœur de la politique du chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara. À ce colloque, 2 organismes de recherche présenteront les conclusions de leurs études face à un auditoire composé principalement des acteurs institutionnels ivoiriens engagés dans la lutte contre le terrorisme. Près de 70 invités, dont des ambassadeurs et représentants des organisations internationales ayant manifesté un intérêt pour le projet de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme, y prennent part. Dans l'actualité, ce soir, on revient sur cette attaque de la base militaire de Ndotré à Bobo et nous recevons 2 personnalités militaires. Le magistrat contre-amiral Ange Kessi Kwame Bernard, commissaire du gouvernement, et le porte-parole des armées Boubacar Sako. Messieurs, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Colonel, vous avez un point à nous faire. Tout à fait. Bonsoir, Monsieur Kolo. Merci de nous recevoir sur votre plateau ce soir
pour une mise au point de l'état-major général des armées. Face aux rumeurs suscitées par les opérations menées par les forces de défense et de sécurité en matière de ratissage, de contrôle et de bouclage, l'état-major a tenu à venir rassurer les populations ivoiriennes. Ces opérations sont consécutives effectivement à l'attaque qui a eu lieu dans la nuit du 20 au 21 avril 2021 à la base militaire de Ndotré dans la commune d'Abobo. Ces opérations ont pour but d'appréhender les auteurs de cette attaque et tout individu qui aurait pu participer à cette attaque. Au regard des objectifs que nous recherchons et de la confidentialité qui est liée à ce type d'opération, il est évident que nous ne pouvions pas prévenir les populations au préalable comme nous avons l'habitude de le faire. L'état-major général des armées tient à rassurer les populations que toutes les dispositions sécuritaires ont été prises pour qu'elles puissent vaquer de façon sereine à leurs occupations. Elles devraient en aucun cas céder à une psychose inopinément créée. Alors, colonel, il faut qu'on revienne sur ce qui s'est passé à la base militaire de Ndotré dans la nuit du 20 au 21. Tout à fait. Il y a un communiqué du chef d'état-major qui a déjà été donné, mais je vais revenir rapidement un peu sur ce qui s'est passé. Dans la nuit du 20 au 21, comme je vous disais, aux alentours d'1h15, la base a essuyé des tirs, et notamment au niveau de ce qu'on appelle dans notre jargon le poste de police, qui est l'entrée principale du site. Évidemment, nos éléments qui étaient en faction à cette heure-ci ont riposté à ces tirs, et ces échanges de tirs ont conduit à la déroute des assaillants qui essayaient de pénétrer évidemment dans le camp. Et à la fin de cette déroute, nous avons quand même pu neutraliser 4 éléments. Il faut aussi rappeler que le site militaire qui a été attaqué est occupé par le bataillon projetable ivoirien. C'est un bataillon en fait que nous avons constitué, que la Côte d'Ivoire a constitué, que nous formons, que nous entraînons, afin de pouvoir assurer la relève du contingent ivoirien qui est actuellement à Tombouctou au Mali. Alors, dans un de nos reportages, on a montré du matériel saisi, au nombre desquels des documents administratifs et du numéraire, mais surtout un fusil d'assaut et 3 machettes. Alors, c'est tout comme arsenal pour des assaillants qui attaquent un camp? Ce sont, nous, les documents et le matériel que nous avons recueillis après la déroute des assaillants. C'est ce que nous avons en notre possession, donc c'est ce que nous avons présenté. Alors, quel est donc l'intérêt de s'attaquer à une base qui abrite notamment des futurs casques bleus particulièrement bien entraînés? D'emblée, nous pouvons vous confirmer que l'objectif ou l'intérêt des assaillants n'était pas de prendre possession de la base, surtout que nos gens étaient déjà en alerte. Mais on peut penser raisonnablement que l'objectif peut être d'avoir une mainmise sur l'arsenal militaire qu'il y a là-bas, notamment les armes et les munitions, pour d'éventuelles opérations de plus grande envergure. Alors, est-ce qu'on a aujourd'hui l'identité des assaillants? À ce sujet, je souhaiterais céder la parole au magistrat contre-amiral Hans Kessi, qui est mieux outillé en la matière pour répondre à cette question. Monsieur le commissaire du gouvernement, est-ce qu'on a l'identité des assaillants? Oui, absolument. Je pense que dans de telles circonstances, nous ouvrons une enquête et c'est ce que nous avons fait. Nous avons les premiers éléments de l'enquête qui ont débuté hier. D'abord, les assaillants étaient au nombre de 4. Je peux vous dire, révéler leur identité. Allez-y. Il s'agit de Bedel Rickens, né le 11 mai 1978 à Harper, c'est au Libéria. Deuxième assaillant, Kana Jimmy, né le 26 12e mois 1915 à Mount County, au Libéria. Le troisième assaillant se nomme Nyepa Mani Valentin, né en 1976 à Tabou, Ivoirien. Le quatrième assaillant n'a pas été identifié parce qu'il n'avait pas de pièces. Alors je tiens à préciser que nous avons eu sur le champ de bataille, 3 morts. 3 morts. Le quatrième assaillant a été blessé. Et nous avons eu le temps même, au niveau des enquêtes, de l'interroger. Est-ce qu'il a commencé à parler? Qu'est-ce qu'il a dit? Non, je ne peux pas vous dire ce qu'il a dit. Je peux vous répondre que nous avons saisi des armes blanches comme des armes létales. Et nous avons eu seulement 5 minutes de communication avec lui. Parce que lorsqu'il est arrivé à l'hôpital, à Lachma, les enquêteurs se sont rendus à l'hôpital où ils ont commencé à l'interroger. Malheureusement, il a succombé de ses blessures, il n'a pas pu parler. Je crois que c'est 10 à 15 minutes
de conversation. Mais je pense que nous avons eu au cours de ces 15 minutes beaucoup de choses que je ne peux pas vous révéler maintenant parce que l'enquête continue. Et ce que nous devons savoir, c'est que nous avons récupéré des portables. Les militaires qui ont procédé au ratissage ont récupéré des armes. Les enquêteurs, eux, ils ont récupéré des portables sur le corps. Et ce que j'ai à vous révéler, c'est qu'au moment où on prenait des corps, des portables qui appartenaient à ces assaillants crépitaient. Et les numéros qui sortaient de ces portables-là étaient en provenance du Libéria. C'était des numéros du Libéria. C'est tellement... Et vous avez répondu? Non, pas répondu justement, parce que non, pas répondu. Nous avons recueilli ces numéros, les enquêteurs sont en train de... Vous avez identifié, vous avez retracé. C'est ce que nous avons Ça a fait. ramené à qui? Nous ne savons pas pour le moment. Nous ne savons pas pour le moment parce que l'enquête continue. Et tout ce que nous savons, en s'appuyant sur ces faits-là, en s'appuyant sur le fait que ces numéros provenaient du Libéria, nous nous sommes dit que ce sont des gens qui ont leur base au Libéria, que certainement, à cette heure-là, leurs amis ou leur groupe appelaient pour savoir où ils en étaient. Ça, c'est évident. Parce que ça crépitait, ça sonnait moins 20 ou 30 fois, un seul portable. Donc, c'est tellement qu'ils appelaient pour savoir où ils en sont, quelles étaient les nouvelles, comme on le dit. Mais est-ce que ce n'était pas plus simple de prendre l'appel et d'être précis sur cela? Nous ne pouvons pas le faire. C'est possible que les enquêteurs le fassent après. Les enquêteurs peuvent rappeler après. Mais sur le champ, on ne peut pas le faire parce qu'il y a des mesures conservatoires que les enquêteurs mènent. Et je pense que de la déontologie des enquêteurs, il y a des choses qu'on fait, il y a des choses qu'on ne fait pas. Donc, comme je vous l'ai dit, ils l'ont fait. Nous pensons qu'ils ont appelé pour savoir la suite des opérations. Et au stade de l'enquête, nous avons deux certitudes. La première certitude, c'est que ce sont des gens qui ne sont pas venus pour s'amuser. Ces gars-là ne sont pas venus pour s'amuser, ils sont venus pour tuer. Deuxième certitude, il ne s'agit pas de djihadistes. Ce sont des personnes, un groupe de personnes en provenance du Libéria, enfin la majorité, puisque sur les cartes, il y a 3 dont on sait qu'ils viennent du Libéria, et qui donc ont un groupe, qui sont d'un groupe organisé avec une base arrière bien déterminée. Voici donc les deux certitudes que nous avons. Le reste, nous suivons l'enquête. Et lorsque nous aurons de nouveaux éléments, nous allons vous les communiquer. D'accord. Monsieur le commissaire du gouvernement, certains estiment qu'il s'agit d'une simulation. Qu'en dites-vous? Première chose, au vu des appels que nous avons reçus, ce sont des personnes qui sont constituées d'un groupe bien déterminé. Ils viennent du Libéria. Moi, je suis enquêteur, je suis judiciaire, je suis juriste, je suis magistrat, je ne m'occupe pas de ce qui est politique. Je vous dis la vérité. Parce que les appels que nous avons reçus sont des appels du 231. Ça provient du Libéria. Donc les gens ne peuvent pas s'amuser à dire que ce sont des personnes que nous avons montées ici. Je pense que moi, je ne m'engage pas sur ce terrain-là. Ce sont des gens qui sont bien organisés et qui appelaient pour savoir si l'opération a marché ou pas. Deuxièmement, vous savez que le chef de corps a essuyé les tirs. Alors, il ne faut pas monter un coup pour venir tuer nos propres hommes. Quand même, soyez un peu réfléchis. Le chef de corps a manqué de mourir parce que moi, je me suis déplacé ce matin pour aller sur le terrain. Il y avait un char dans lequel il était monté, il a essuyé les tirs, le tir est venu, il a manqué d'être tué, ce monsieur-là. Alors, donc, je pense qu'arrêtons de dire que nous avons monté un coup, ce n'est pas possible. Les enquêtes sont en cours. À quand les résultats? Écoutez, c'est une enquête, je vous l'ai dit, qui aura des répercussions certainement internationales parce que je vous l'ai dit que ça ne va pas s'arrêter dans ce pays-là. Donc, lorsque les résultats seront disponibles, nous allons vous communiquer. Certainement, nous allons demander l'autorisation de l'autorité investie des pouvoirs judiciaires que la loi détermine comme étant le ministre de la Défense. Le ministre de la Défense va nous autoriser à venir vous communiquer les résultats. Je pense certain que le ministre autorisera que nous venions vous communiquer les résultats de cette enquête. Et je vous confie, je vous promets que les résultats de cette enquête seront communiqués à la population. Le magistrat contre-amiral Ange Kessi-Kwame Bernard, commissaire du gouvernement, merci. Merci également à vous, le porte-parole des armées, colonel Boubacar Sako. Je vous souhaite une très bonne soirée. Le journal continue. Merci. Comme dit Camara, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, a signé à l'ambassade du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne, de l'Irlande, le livre de condoléances. C'est à l'occasion de la disparition de son Altesse, le prince Philippe, duc d'Édimbourg. Elle a, au nom du président de la République, Alassane Ouattara, ainsi qu'au nom du gouvernement et du peuple ivoirien, exprimé à Sa Majesté la Reine Elisabeth II, à la famille royale ainsi qu'au peuple britannique, ses condoléances les plus émues, ses sentiments de profonde compassion et de solidarité. Décédé le vendredi 9 avril à l'âge de 99 ans, le duc d'Édimbourg a été inhumé dans le domaine du château de Windsor.
La Côte d'Ivoire, elle était également en deuil avec la disparition du guide suprême de la communauté musulmane. Ce jeudi, le Conseil économique et social a rendu hommage au Cheikh Traoré Mamadou. Le président du COSIM était membre de l'institution et a été distingué commandeur dans l'ordre national. Sidonie Davila. La coutume, une fois de plus respectée au Conseil économique, social, environnemental et culturel, CESEC, à la perte d'un des leurs. Cheikh Mamadou Traoré, guide suprême de la communauté musulmane et membre du CESEC depuis 2014, reçoit les hommages de ses pairs. Piquet d'honneur, décoration à titre posthume. Nous vous faisons commandeur de l'ordre national à titre posthume. Oraison funèbre. Le départ du guide suprême de notre cher collègue est pour nous la séparation définitive avec une parcelle de sagesse qui se donnait comme une lanterne pour guider nos chemins, un haut lieu de connaissance qui nous insufflait le sens ultime et profond de l'existence, une source intarissable donnée par le divin. Cette cérémonie d'hommage digne d'un homme de grande envergure, disparu le 13 avril dernier, a connu plusieurs articulations. Un moment intense qui a réuni, en dehors des membres du CESEC, ceux des institutions sœurs, le Sénat et l'Assemblée nationale. Également, la présence remarquée des parents, amis et connaissances du défunt. Nos sincères remerciements vont à votre endroit. Mesdames et messieurs, distingués conseillers économiques, sociaux, environnementaux et culturels, merci de lui avoir permis d'apporter sa modeste contribution au rayonnement de votre prestigieuse institution pour le bonheur de tous les habitants de la Côte d'Ivoire. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel est très éprouvé. Le décès de l'imam Cheikh Mamadou Traoré vient s'ajouter à la disparition de plusieurs autres membres, notamment Charles Kofi Dibi, Zadi Kessi et Laurent Dona Fologo. Dans l'actualité politique, allons ouvrir les portes de la Chambre basse du Parlement dans ce document qui va suivre. Il est connu depuis le 14 avril dernier. Le bureau de l'Assemblée nationale, voté par les députés, les membres de l'organe suprême de décision de l'hémicycle ont été proposés par le président Amadou Soumaoro. Il est composé de 11 vice-présidents, 3 questeurs et 12 secrétaires. Les députés membres de ce bureau sont issus de différents partis politiques. Comment se fait donc la désignation de ces différents membres et surtout comment fonctionne cet organe? Des réponses dans le dossier politique de ce soir avec Moussa Konaté. Jean-Paul Yao Kofi a été élu député de la circonscription de Kwasi-Kwasi-Kro dans la région d'Unzi aux législatives de mars 2021. Sur proposition de son groupement politique, le PDCI, il est aujourd'hui membre du bureau de l'Assemblée nationale au poste de vice-président. Le vice-président de l'Assemblée nationale fait partie de la conférence des présidents. La conférence des présidents, c'est un organe qui assure le calendrier et le programme de travail des députés de l'Assemblée nationale. L'article 12, alinéa 3, donne également la possibilité au vice-président de suppléer le président dans toutes ces tâches qui sont la présidence d'une plénière, la présidence de la conférence des présidents et la présidence du bureau de l'Assemblée nationale. Jean-Paul Yao Kofi fait donc partie des 27 membres du bureau de l'Assemblée nationale depuis le 14 avril. Un bureau proposé par le président Amadou Soumaoro, adopté à l'issue d'un vote par les députés. 11 vice-présidents, 3 questeurs et 12 secrétaires. Le bureau de l'Assemblée nationale est ainsi constitué. C'est la plus haute instance de l'hémicycle, le lieu où se prennent les grandes décisions. Ce sera le bureau de l'Assemblée nationale qui sera compétent lorsque nous nous retrouverons par exemple hors session et qu'il s'agira d'examiner des questions d'immunité par exemple de certains députés. Ce sera le bureau qui sera compétent lorsqu'il s'agira de déterminer la conduite politique de l'Assemblée nationale. Ce sera le bureau qui sera compétent lorsqu'il s'agira de déterminer la ligne politique selon laquelle l'Assemblée nationale doit s'exprimer. Par exemple, elle doit donner la position
de l'Assemblée nationale sur l'actualité politique, sur des prises de position à l'international. Voilà, ce sera le bureau qui sera compétent donc, pour prendre ces hautes décisions-là. Faire partie du bureau de l'Assemblée nationale est une lourde responsabilité pour Krapoulin Kwasi. Le député de Sorobango dans la région du Gontougou est secrétaire du bureau. Le secrétaire de bureau assiste le président ou son représentant lors des séances publiques, à l'hémicycle ou au congrès. À ce titre, le secrétaire que je suis veille à la rédaction des procès-verbaux et surtout à la conformité des débats. Le secrétaire que je suis constate les votes, procède au dépouillement des scrutins, contrôle aussi ce que nous appelons les appels nominaux. Abdoulaye Karim Diomandé est questeur. Il a la charge de la question des affaires financières de l'Assemblée nationale. Le questeur est chargé de la gestion financière de l'Assemblée nationale, conformément au règlement de la comptabilité de l'Assemblée nationale. À ce titre, c'est lui qui, en collaboration avec les services compétents, monte le budget et le présente à la Commission des affaires économiques et financières, qui ensuite le présente au bureau de l'Assemblée nationale. Et enfin, nous passons avec ce budget en plénière de validation. Il y a un budget qui est mis à la disposition de l'Assemblée nationale qui s'exécute conformément au règlement de la comptabilité. Ça veut dire qu'on a un budget d'investissement, on a un budget de fonctionnement. Donc tout cela, nos services font des propositions et les questeurs valident. Et tout cela aussi se fait sous l'autorité du bureau de l'Assemblée nationale et du président de l'Assemblée nationale. Dans le bureau de l'Assemblée nationale, seul le mandat du président court durant toute la durée de la législature. Les autres membres, eux, ont un mandat d'1 an renouvelable. Les députés membres du bureau sont issus de différents groupements politiques, PDCI, RHDP et EDS. Absent du bureau, le groupe parlementaire UDPCI n'est pas satisfait de cette composition. Les membres du bureau assistent le président dans la gestion de l'Assemblée nationale. Et si les contradictions politiques, les sensibilités s'expriment à ce niveau, ça permet au bureau de venir devant les députés avec des positions consensuelles, puisque les représentants des groupes dans le bureau relaient auprès de leurs membres les décisions qui sont prises au niveau du bureau. Ce n'est pas le cas. Bon, évidemment, nous espérons que la gestion de l'Assemblée tiendra compte de son rôle. Et le président l'avait annoncé que nous avons un rôle à jouer dans la réconciliation, dans la cohésion nationale. C'est pour ça que j'ai été très surpris de voir que le bureau a été constitué contrairement aux déclarations. Un avis qui n'est pas partagé par d'autres députés. L'Assemblée nationale est une chambre politique. Le président discute avec le groupe parlementaire. Il propose au groupe parlementaire de donner des noms. Et le président peut choisir des noms. Il peut demander à ce qu'on donne plusieurs noms. Et parmi ces noms, il choisit ceux qu'il pense être capables de l'aider à accomplir la mission. Les députés n'appartenant à aucun groupe parlementaire auraient eux aussi souhaité intégrer le bureau. Nous n'avons pas voulu nous aligner à des idéologies politiques, sûrement parce que nous ne nous reconnaissons pas dedans. Et nous avons aussi le devoir, sinon le droit de porter la voix de nos populations qui ont fait le libre choix de voter des indépendants pour que leur voix soit portée sans un tamisage qui passe dans un maillage de partis politiques. Si le bureau de l'Assemblée nationale est le garant de la ligne de conduite des activités de l'institution, les débats parlementaires appartiennent aux commissions qui seront bientôt mises en place. Et l'Assemblée nationale qui va recevoir un député de plus. Les échos de la campagne électorale à Niakara. Ce jeudi 22 avril, dernier jour de campagne pour l'élection législative à Arikoka, Niakara et Tortia. Dr Guibé Songui Ndatien Séverin, candidat indépendant, et Koné Catherine du RHDP mobilise les électeurs. Le reportage de Kader Sogodogo. Dernier jour de campagne dans la circonscription électorale 097, Arikoka, Niakara, Mandougou et Tortia. La nuit est tombée. Le candidat indépendant Guibé Songui Ndatien Koné Séverin reste déterminé. Je puis vous assurer que les populations de Niakara, de Tortia et de Arikoka et moi parlons le même langage. Et nous nous comprenons. Nous sommes en phase
Cela augure des lendemains meilleurs et que les marches vers l'hémicycle pour un second mandat s'annoncent très bien. Kone Catherine défend les couleurs du RHDP. On a plein de propositions à faire parce que nous avons sillonné notre circonscription, nous avons pris les préoccupations de nos parents et je pense que si nous sommes élus, nous aurons beaucoup à proposer dans notre hémicycle. Nous sommes dans les années de solidarité qui est prônée par notre président de la République. Donc je pense que nous avons tout à proposer. Samedi 24 avril 2021, les bureaux de vote ouvriront à 7h30 pour refermer à 18h. Le gouvernement s'attaque aux constructions anarchiques. La lutte contre ces pratiques va s'intensifier, prévient le ministère de la Construction. La brigade d'investigation et de contrôle urbain a démoli un bâtiment R+3 à Nono Village dans la commune de Cocody. Elle indique que c'est un immeuble qui ne respecte pas les normes administratives et techniques. On le voit avec Cheikh Koné. C'est sous le regard curieux et interrogateur des riverains du quartier d'Anono Village BS19 que la brigade d'investigation et de contrôle urbain du ministère de la Construction a mené tôt ce matin une opération de démolition de ce bâtiment en construction. Un immeuble R+3 ne respectant aucune norme administrative et technique. Pire, il présente d'importants défauts de construction qui menacent sa stabilité. En dehors de ce qu'il n'y avait pas de permis de construire, le bâtiment présentait un risque d'effondrement. Et donc, nous avons interpellé le propriétaire et l'opérateur économique qui réalise donc des travaux à l'effet de produire un rapport d'expertise sur la tenue de son ouvrage. Et depuis plus de 2 mois, nous n'avons reçu aucun rapport. Et donc, il ne fallait pas laisser nos populations en danger. C'est à partir de 9h du matin, sous une fine pluie, que les premiers craquements de la pelleteuse s'en sont pris à l'immeuble pour sa destruction complète. Si la plupart des habitations voisines de l'immeuble incriminé étaient déjà habitées, les services techniques de la brigade ont pris soin d'associer à l'opération un détachement des forces de l'ordre ainsi qu'une équipe de l'Office national de la protection civile. Le bâtiment est contigu à certaines habitations qui ont déjà été évacuées. Donc on va essayer de faire cette démolition en évitant que certains débris ne puissent endommager le voisinage. Face à l'avalanche d'effondrement d'immeubles dans le district d'Abidjan, le ministère de tutelle a renforcé son dispositif de répression. Les premiers résultats se font déjà sentir. Du 1er avril au 13 avril 2021, soit moins de 2 semaines, 21 démolitions ont été menées dans les communes de Bingerville, Marcory, Yopougon et Adjamé. Et ce, grâce à la collaboration des populations riveraines. Nous avons créé un certain nombre d'outils, notamment le groupe WhatsApp. Alors le groupe WhatsApp est un groupe qui est à la disposition de tous les usagers. Ils peuvent donc appeler pour dénoncer dans leur quartier, dans leur environnement de vie, tout ce qui est construction anarchique à travers le numéro 07 89 04 87 36. En 2020, pour la seule ville d'Abidjan, plus d'une dizaine d'immeubles se sont effondrés, causant d'importants dégâts matériels et des pertes en vie humaine. Ce soir, on fait un point sur la Covid-19. Attention, la pandémie n'est pas encore terminée. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce jeudi 18 nouveaux cas de Covid-19 sur 1950 échantillons prélevés, soit 0,9% de cas positifs, 56 guéris et pas de décès. La Côte d'Ivoire compte donc 45 715 cas confirmés, dont 45 283 personnes guéries, 277 décès et 155 cas actifs. Au 21 avril, 109 077 personnes vaccinées contre la Covid-19. Et sur la question, l'inspection générale d'État se mobilise pour la lutte contre la Covid-19. Ce jeudi, une campagne de vaccination ouverte à l'ensemble du personnel. Et toujours en santé, c'est le premier vaccin au monde et le seul à être efficace contre le paludisme chez les enfants. Il s'agit du vaccin RTSS. Environ 650 000 enfants du Malawi, au Ghana et au Kenya ont pu en bénéficier grâce à un programme pilote démarré il y a 2 ans. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le vaccin a eu des effets positifs et entraîné une baisse de la mortalité, une efficacité qui redonne de l'espoir aux experts dans la lutte contre le paludisme.
10 morts, c'est le triste bilan de cet accident de la circulation. 4 véhicules de transport en commun impliqués. 12 blessés sont à déplorer. Le gouvernement est au chevet des victimes évacuées à l'hôpital. Le ministère des Transports appelle les usagers au respect du code de la route. Il annonce le renforcement des mesures de répression. Didier Nguessan. Une collision frontale entre un taxi qui faisait des dépassements malencontreux et un camion a été enregistré très tôt ce matin à hauteur de la forêt du Banco sur la route de Ndotré. L'accident a finalement impliqué 2 autres véhicules, dont un minicar. Le bilan est lourd. 10 décès et 12 blessés évacués à l'hôpital militaire d'Abidjan, Achma, et dans cette clinique de Yopougon. Il était derrière, comme il était pressé, il a voulu faire un dépassement de au moins 2 à 3, 24 véhicules. Donc maintenant, il ne savait pas que c'était un camion qui était en face de lui. Au moins, il s'est rendu compte que c'était un gros camion, il était là tout le temps. Donc c'est comme ça qu'il a fait une année, il a connu le taxi. Le camion aussi, il a continué, a pris sens inverse, aller prendre le Baka, il est tombé derrière, lui-même est tombé encore sur le Baka. Dans un communiqué, le ministre des Transports exprime les sincères condoléances du gouvernement et formule des vœux de prompt rétablissement aux blessés. Le ministre des Transports a dépêché son directeur de cabinet, Ahmed Diomandé, pour prendre des nouvelles des blessés et leur apporter la compassion de l'État. Ils sont tous hors de danger, disons. Leur vie n'est pas en danger. Certes, il y a eu à déplorer des traumas, donc des fractures de membres. Mais le directeur de l'hôpital nous a rassurés quant à leur pronostic de vie. Alors, nous avons, après Yopougon, on est venu ici au Achma pour justement voir 4 autres blessés qui ont été évacués ici. Mais je suis très heureux de savoir que ces 4 personnes ont soutenu des blessures légères et elles sont toutes rentrées chez elles. Conduire, c'est vraiment un privilège. Et donc le minimum à faire, c'est de respecter donc, les obligations qui vont avec ce privilège-là pour éviter à déplorer ce genre d'incidents qui endeuillent malheureusement encore nombreuses familles ivoiriennes. Le ministre des Transports invite les transporteurs et conducteurs au respect du code de la route. Par ailleurs, le gouvernement accentuera les efforts dans la lutte contre l'incivisme routier. Les frais d'hospitalisation des blessés sont entièrement pris en charge par le gouvernement. Le gouvernement qui prend des mesures face à la situation. 22 cas d'accident, dont 12 mortels, ont été portés ce jeudi devant la commission spéciale de suspension et de retrait du permis de conduire. Les membres ont statué sur différentes raisons qui occasionnent ces dégâts sur les routes. Patricia Omouetia. Au cours des travaux, les mis en cause ont relaté les circonstances des accidents avant de répondre aux questions des membres de la commission. Oussou Kwadio, chauffeur de taxi à Abobo depuis 9 ans, a causé la mort d'une fillette de 5 ans dans un accident de la voie publique. Cette infraction est sanctionnée par une suspension du permis de conduire pendant 15 ans. Kone Adama, chauffeur de car, lui, s'en sort avec 2 ans de suspension de son permis de conduire après un excès de vitesse qui a fait 6 blessés graves. 2 ans ferme. Pendant ces 2 années, tout ce qui est engin moteur qui emprunte la route, vous ne devez pas toucher. Les sanctions sont établies en fonction de la gravité des cas, allant de 1 mois à 20 ans. Lorsque vous stationnez, vous devez prendre des mesures pour éviter la survenue d'accidents de votre fait. Surtout lorsqu'il s'agit d'un gros engin, un camion, dans la nuit. Vous devez prendre des dispositions pour que votre véhicule soit visible. Une occasion pour le président de la commission d'exprimer son amertume face à la recrudescence des accidents mortels. Presque 1500 morts chaque année, ce n'est pas normal et vraiment, c'est une situation qui fait que le ministre des Transports enjoint tous ses services à l'effet de vraiment d'être rigoureux à tous les niveaux pour que des dispositions soient prises aussi bien pour la sensibilisation que pour la répression. Le ministère des Transports travaille à faire siéger la commission au moins 2 fois par mois, vu le nombre important de dossiers qu'elle reçoit. Et sur le terrain, la gendarmerie nationale lutte aussi contre les accidents de la circulation. Elle sensibilise ses membres et les usagers. La campagne de sensibilisation menée sur les axes Grand Bassam, Bonois et Bongo à l'épée, les gendarmes exhortés à travailler avec plus de vigilance et de rigueur. Didier Nguessan.
Sensibiliser les gendarmes et les usagers de la route à la réduction du nombre d'accidents. Le colonel-major Aka Benjamin était sur les axes Port-Boué, Grand Bassam, Bonois, Pongo et Alépé. Le conseiller opérationnel du commandant supérieur de la gendarmerie nationale, accompagné du commandant de la première légion territoriale, le colonel Bolidegui Florent, a instruit les différents commandants de brigade et les gendarmes sur les bonnes techniques de contrôle routier. Dès le premier arrêt au carrefour Anani à Port-Boué, les instructions du colonel-major ont été claires et fermes. Il n'est pas question de rester ici de 8h à 20h et puis rentrer. On est maintenant là sur le terrain 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pendant les week-ends, on doit monter en puissance. Il se fait voir beaucoup plus. On contrôle les véhicules, on monte dedans, on sensibilise et le chauffeur et les usagers. Et on demande aux usagers s'il y a une délicatesse de la part du chauffeur, on nous signale ça pour qu'on puisse prendre nos responsabilités. La multiplication des contrôles vise à éviter tout comportement déviant tel que les excès de vitesse, les surcharges de véhicules, la communication au volant, la conduite en état d'ébriété. Au carrefour chinois sur la route de Grand Bassam, les mêmes consignes sont répétées. Les gendarmes se sont montrés très réceptifs et prêts à les mettre en exécution. Cette tournée est une des étapes de la campagne de sensibilisation sur la sécurité routière initiée le 12 avril dernier par le général Alexandre Apalo-Touré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale. On termine en culture avec l'exposition des œuvres d'artistes béninois à Abidjan. Pendant un mois, ils vont exposer leurs créations sur l'art contemporain du Bénin. Une rencontre qui se tient à la Fondation Donwayi, Lorgoretti, Franquadio. C'est un monde unicolore mais si diversifié que met en exergue l'artiste à travers ses portraits, couleur jaune, couleur gaie. Grégory Olympio, à travers le langage des chemises jaunes, explore l'univers au moyen d'une technique, l'acrylique sur papier. À Cotonou, les taxis-motos portent des chemises jaunes. En France, j'avais les gilets jaunes d'un côté, les taxis-motos qu'on appelle les émidjans, j'avais les émidjans aussi en tête. Et les deux étaient liés par la couleur jaune. Je pense que je parle de diversité, je pense que je parle d'être ensemble. Grégory fait partie des 13 artistes d'origine béninoise, des artistes venus du monde entier qui exposent dans cette galerie leurs différentes écritures, de la toile, des figurines, du texte et même de la céramique, de quoi satisfaire à l'envie les amoureux de l'art. Il y a assez de travail abattu et rencontrer une panoplie d'artistes en même temps en train d'exposer au même moment. C'est une première pour moi en tout cas. Aujourd'hui, je crois qu'il y a une espèce de pluridisciplinarité parce qu'on a vu des sculpteurs, on a vu des peintres et on a vu également un certain nombre de talents littéraires. C'est les débuts d'un échange. Un échange qui va se faire avec des artistes ivoiriens, mais des artistes de la région. Et faire cet échange, ça va renforcer la dynamique de la culture dans la région. Ils sont venus exposer aussi bien la peinture que de la sculpture, avec une diversité qui permet de voir l'étendue du talent. Le projet est appelé Contemporary Bénin. Il se veut un facteur de rassemblement, mais aussi d'expérience partagée. Il faut que nous, Africains, on commence à s'approprier notre culture. Il ne faut pas que dans 100 ans, on dise on va faire la restitution de l'art contemporain africain à Paris, alors qu'il faut commencer maintenant. L'exposition prendra fin le 8 mai prochain. Après Abidjan, Cotonou et Dakar seront les prochains écrins d'expression de ces artistes. Là qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité revient à 23h avec Marine Koné. Demain 20h, retrouvez Marie-Laure Ngoran. On se quitte avec ce que dit le sage ce soir. Le joueur du tambour des sels ne surprend jamais un village.